Dans un contexte régional où de nombreux pays africains font face à une montée des risques liés à la dette et à une contraction des financements extérieurs, la mobilisation des ressources internes par ceux-ci s'avère capitale pour la pérennisation de leur souveraineté économique. Dans ce contexte incertain, le rôle du Fonds monétaire international, à travers ses conseils et appuis, reste décisif. Nous recevons pour cette nouvelle édition de l'interview spéciale Caucus africain 2025 l'administrateur du groupe Afrique 3 du FMI, M. Régis Sondé. Ensemble, nous abordons les défis macroéconomiques majeurs du continent et les positions qu'il défend au sein de l'institution de Bretton Woods. Monsieur Sondé, bienvenue sur Africa 24. Merci, Catherine. Monsieur Sondé, vous avez pris part aux travaux du Caucus africain 2025 à Bangui. Quels étaient les enjeux de ce dialogue entre les gouvernements africains et les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI que vous représentez, et comment ce rendez-vous va-t-il renforcer la prise en compte de la fragilité structurelle des États africains? Et vous savez, merci d'abord de me recevoir sur votre chaîne. Vous savez que l'économie mondiale fait face à des défis majeurs, non seulement les défis structurels que nos économies, auxquels les économies font face, mais également les incertitudes politiques, notamment au niveau commercial, entre les pays avancés qui ont des répercussions sur nos pays. Donc, comme vous savez, la question de la dette est une question de longue date dont les pays font face. Et cette incertitude au niveau de la politique commerciale ajoute des risques ou de challenges, aux défis auxquels nos pays font face. Alors, pour rencontrer le défi du développement et de la croissance, nos pays ont besoin évidemment de ressources importantes pour notamment développer les infrastructures, développer le capital humain. C'est donc le sujet principal de la discussion du caucus cette année ici à Bangui. Comment pensez-vous que ce rendez-vous va-t-il renforcer la prise en compte de la fragilité structurelle des États? Ce rendez-vous, vous savez, la fragilité peut être de plusieurs ordres. Un État peut être fragile parce qu'il y a des faiblesses institutionnelles. Un État peut être fragile parce qu'il y a un problème de sécurité, un problème de sécurité, tant au niveau de l'alimentaire que la sécurité en termes de défense, sécurité des personnes et des biens. La fragilité aussi peut provenir de la faiblesse non seulement des capacités administratives, mais des capacités aussi de mobilisation des ressources. Les pays post-conflit aussi sont en général des pays fragiles. Donc, encore une fois, pour sortir de cet état de fragilité, nous avons besoin de ressources importantes et donc qui permettent à nos pays de développer les infrastructures et le capital humain dont nous avons besoin. Le FMI et la Banque mondiale, évidemment, restent à l'écoute des pays africains. Vous savez, le caucus africain est un rassemblement de gouverneurs africains du FMI et de la Banque mondiale qui se retrouvent une fois l'année sur le continent et préparent une espèce de feuille de route, un mémorandum à l'adresse des deux dirigeants des institutions du FMI et de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le principal sujet de ce mémorandum sera comment renforcer la résilience à travers le développement des infrastructures et du capital humain. Et donc, nous attendons une réponse des deux dirigeants des institutions de Bretton Woods au moment où nous leur soumettrons ce mémorandum. Donc, les discussions ont bien commencé aujourd'hui avec notamment la cérémonie d'ouverture et également 2 sessions de discussion entre les gouverneurs africains, notamment la capacité budgétaire des pays, donc la question des ressources, évidemment, et également la question de la mobilisation des ressources internes, externes, à travers notamment des solutions de financement innovants. On parle de réformes, justement. Quelles sont celles, en termes de fiscalité ou administrative, que le FMI encourage pour améliorer la mobilisation des ressources internes sans freiner la croissance ni pénaliser les plus vulnérables? Alors, je dis souvent qu'en termes de mobilisation des ressources internes, il faut revenir aux basics, aux notions fondamentaux. Pour accroître nos ressources internes, nous avons besoin d'abord de s'attaquer aux questions d'exonération d'impôts. Exonération fiscale et exonération douanière. Comme vous savez, le ratio du revenu par PIB en Afrique est
très en deçà de la moyenne mondiale, en général en moins de 15% du ratio, et certains pays font face à un ratio de moins de 10%. Donc nous avons vraiment besoin de s'attaquer à ces exonérations. Nous avons besoin de réformer l'administration fiscale, l'administration douanière. Nous avons besoin de collecter davantage de ressources à travers la digitalisation, très important pour éviter les situations de fraude, les situations de corruption, les situations d'inefficience aussi. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, qui est important pour nos pays pour mobiliser les ressources internes. C'est vraiment la question clé à ce jour. Monsieur Sondé, vous représentez un bloc stratégique de 23 pays africains au sein du conseil d'administration du FMI. Quels sont aujourd'hui les axes majeurs de votre plaidoyer et comment vous assurez-vous que les préoccupations africaines sont prises en compte dans les décisions de l'institution? Merci de cette question. Donc, je représente une fois de plus 17 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, 17 pays qui englobent des économies de tout genre. Nous avons des économies frontières telles que le Kenya, l'Éthiopie, qui sont capables d'accéder au marché de capitaux à des coûts plus ou moins élevés. Nous avons des économies basées sur les ressources naturelles, avec le pétrole, les mines. Nous avons des économies qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui sont portées sur les services. Et nous avons aussi des pays à faible revenu et des petits États fragiles. Donc, nous avons une diversité de pays que nous devons défendre. Donc, notre plaidoyer consiste à essayer de pousser sur plusieurs fronts, selon la caractéristique de chaque économie. Et nous le faisons en tandem avec nos autres collègues africains au conseil d'administration du FMI 3 pour l'Afrique subsaharienne, et nous travaillons main dans la main pour défendre ses intérêts. Évidemment, en termes de pouvoir de vote ou de quote-part, nous représentons pour tout l'ensemble de l'Afrique un peu moins de 5% des quote-part, mais vous savez que l'institution du FMI, le conseil d'administration, fonctionne sur une base consensuelle. Donc, les décisions sont prises sur une base consensuelle et non sur la base de la quote-part. Donc, tant que nous avons les bons arguments à présenter à nos collègues du conseil d'administration, je pense que nous avons de bonnes chances de les convaincre et de prendre des décisions communes qui sont l'objet d'un consensus. Alors, ces arguments qui sont portés au niveau de vos collègues sont-ils soutenus par des programmes, si oui, lesquels? Oui, évidemment, il y a plusieurs. Vous savez, le Fonds monétaire supporte ou appuie les pays sous plusieurs formes. Nous avons ce qu'on appelle la surveillance bilatérale. Tous les pays membres, y compris les pays avancés, sont sujets à surveillance bilatérale une fois ou deux fois, une fois l'an ou une fois tous les 2 ans. Donc c'est à partir de cette surveillance bilatérale que nous essayons d'anticiper les défis auxquels les pays, les économies feront face, et donc nous donnons des conseils aux pays sur la base de cette surveillance. Ensuite, nous avons un autre moyen d'appuyer les pays qui font face à des besoins de balance des paiements. Donc, nous les appuyons à travers des programmes de tout genre. Nous avons principalement les pays africains accèdent à un instrument qu'on appelle la facilité élargie de crédit, qui est une facilité qui débourse des ressources concessionnelles, c'est-à-dire à relativement bas coût. Le taux d'intérêt est proche de 0, mais il y a selon le revenu par habitant du pays. Et enfin, nous avons évidemment, dans cet appui financier, nous avons d'autres types d'appui de financement. Nous avons aussi des instruments qui font partie du compte des ressources générales, où le taux d'intérêt est un peu plus élevé, qui est disponible à des pays qui n'ont pas de difficultés en termes de soutenabilité de la dette. Donc, nous conseillons à ces pays d'accéder à ces ressources, qui sont en général plus importants. Et enfin, le troisième instrument par lequel le FMI appuie nos pays, ou les pays qui en ont besoin, c'est l'assistance technique. C'est un service gratuit que le FMI offre à tous les pays membres qui en ont besoin. Et nous encourageons souvent les pays à demander ce service. Le fonds est prêt à appuyer ces pays en termes de gestion des finances publiques, en termes d'exécution du budget, mais aussi en termes de la politique monétaire pour les pays qui ont des banques centrales qui ont une politique monétaire active. Et également, le FMI offre l'assistance technique aux banques centrales ou aux pays pour soutenir
secteur financier. Donc nous avons une multitude d'instruments, y compris en matière de renforcement des capacités que le FMI offre à nos pays. Monsieur Sondé, la question du développement, vous l'avez dit tout à l'heure, est liée à celle du développement des infrastructures, qui est un enjeu clé pour la mobilisation des ressources internes. Aujourd'hui, quelles recommandations formulez-vous à l'endroit de la Centrafrique, premièrement, mais aussi de l'ensemble des pays africains que vous avez sous votre responsabilité? Alors, je faisais allusion au début de cette interview aux incertitudes qui planent sur les politiques commerciales et donc sur nos économies. J'entends parler souvent d'un argument qui consisterait à dire que, étant donné que l'Afrique n'a pas de liens commerciaux forts, les pays africains n'ont pas de liens commerciaux forts avec les États-Unis, les incertitudes introduites par les États-Unis en termes de politique commerciale n'impactent pas les économies africaines. C'est absolument incorrect, puisqu'il y a quelques pays africains qui commercialisent avec les États-Unis sont impactés par les tarifs douaniers imposés par ce grand pays. Mais également, les pays qui n'ont pas d'échanges commerciaux sont indirectement impactés. Il y a plusieurs canaux par lesquels cet impact se fait, soit par de ce qu'on appelle des spillovers, des effets de contagion par d'autres partenaires. Les flux financiers sont impactés, puisque vous savez, les échanges commerciaux viennent en contrepartie d'échanges financiers. Donc, quand il n'y a pas d'échange commercial, il n'y a pas de flux financiers qui correspondent à ces échanges. Il y a un phénomène qu'on appelle en économie trade diversion, la diversion commerciale, lorsqu'on a des situations de conflits commerciaux. Donc, nos économies sont directement ou indirectement impactées par cette situation. Donc, nous avons besoin, nos économies, nos pays ont besoin de trouver de nouvelles sources, soit d'exportation, mais surtout de nouvelles sources de croissance avec ces incertitudes au niveau mondial. Donc, l'accord de libre-échange continental africain est une opportunité extraordinaire que nous devons saisir, surtout actuellement, pour mettre en place cette plateforme qui est développer nos économies et faire en sorte que nos économies échangent entre elles. Il ne s'agit pas d'échanger tout entre nous tous. Il faut que nos économies se spécialisent dans des domaines. Certains pays ont des avantages comparatifs dans certains domaines, d'autres dans d'autres. Et donc, par ce système d'avantages comparatifs, nos pays peuvent se spécialiser et échanger entre nous et ainsi créer de nouvelles sources de croissance dont nous avons besoin. Monsieur Sondé, c'est ici que s'achève cette interview. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, Catherine. Merci. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.